Présenté succinctement comme ça, on a le sentiment qu'il y a quand même un filet qui est prévu de sécurité et qu'il devrait y avoir de la part des banques une réaction quand elles sont approchées par des clients qui ont des fonds d'origine illicite. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce que c'est vraiment mis en œuvre ? J'avais noté, moi, un rapport qui a été publié en 2011 par l'autorité britannique des services financiers qui avait montré que les contrôles internes dans 70% des banques situées au Royaume-Uni étaient insuffisants, y compris dans les plus grandes banques. Et une des choses sur lesquelles on s'interroge, c'est qu'on a l'impression que souvent le contrôle qui est fait de la mise en œuvre de ces obligations par les banques est un contrôle un peu théorique, c'est-à-dire qu'on regarde s'il y a des procédures, on regarde s'il y a une unité de contrôle interne à l'intérieur des banques, et on n'a pas l'impression qu'il y ait réellement des enquêtes sur place avec vérification aléatoire de dossiers, par exemple, pour vérifier si les banques ont bien cherché toutes les informations qu'elles auraient dû chercher pour pouvoir mener certaines opérations. Est-ce que Chantal, vous pouvez donner un complément d'explication sur la situation et les obligations actuelles ? Oui, alors les banques ne sont pas laissées totalement libres de mettre en œuvre le dispositif qui vient d'être décrit par M. Carpentier. D'ailleurs, bravo pour cette concision, mais je crois que tout a été dit sur la manière dont les dispositifs doivent être mis en œuvre. Les établissements financiers sont sous le contrôle donc de leurs autorités de contrôle, et ça peut être l'autorité de contrôle, la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel, et l'AMF. Il y a des contrôles sur place. On se rend sur place, on vérifie la mise en œuvre des dispositifs, on prononce des sanctions. C'est sur l'efficacité peut-être des sanctions qu'il y a des marges de manœuvre, et pour que ces sanctions deviennent davantage dissuasives. Et c'est d'ailleurs une des recommandations du GAFI lorsque le GAFI a audité le dispositif français. Donc il y a des marges de manœuvre par rapport à ça. Mais je voudrais, si vous me le permettez, soulever une question où on remet en cause l'utilité du dispositif de conformité, où on remet en cause ce qui vient d'être expliqué en disant la chose suivante. Et d'ailleurs, il y en a. Alors, c'est récurrent maintenant dans les colloques. On est en train c'est sans doute sous l'influence de la grande école de criminologie française. Je le dis de manière un petit peu sarcastique, où on dit que de toute façon, le raisonnement est le suivant. Sur les 1600 milliards blanchis dans le monde, seuls 1% parviennent à être captés par des dispositifs de lutte contre le blanchiment. Et donc voilà, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? On dit que le dispositif n'est pas efficace, et donc si la lutte anti-blanchiment est un échec, ça signifie que les programmes de conformité qui sont mis en place par les établissements financiers sont inutiles parce qu'ils sont inefficaces. Et donc, autant économiser cet argent. C'est ça que ça veut dire derrière. Or, cette assertion est fausse. Cette assertion est fausse. D'abord, on ne peut pas mesurer les effets dissuasifs de ces dispositifs. Mais la faille du dispositif réside, on le sait, dans la possibilité de contourner les obligations en recourant, cela a été dit, et ça fait des années qu'on le dit, en recourant à des sociétés offshore et autres constructions juridiques opaques, que des juridictions, et pas uniquement des paradis fiscaux tropicaux, distribuent généreusement et en toute légalité, il faut le préciser, à quiconque souhaite se dissimuler ou dissimuler ses avoirs pour les mettre à l'abri des procédures de poursuite, gel et confiscation.
Donc, l'efficacité, et dans les 3 cas qui ont été exprimés tout à l'heure, il ne s'agissait pas comment dire, il ne s'agissait pas d'erreur, il ne s'agissait pas de carence de dispositifs de conformité. De quoi s'agissait-il? D'infractions pénales volontairement commises. Alors, vous pourrez avoir le meilleur dispositif de conformité au monde si on a la volonté de ne pas le respecter ou de le respecter simplement en apparence, eh bien, on le détournera. Donc, attention, dans ce discours qui consiste à dire c'est pas efficace parce qu'on arrive simplement à capter 1%. D'abord, c'est pas exact de le dire comme ça. Alors, et c'est la raison pour laquelle je crois que si vraiment nous voulons être efficaces dans la lutte contre le blanchiment, nous devons, vous l'avez dit, M. Daubert tout à l'heure, il faut instaurer la transparence des sociétés, la transparence des constructions juridiques, mais là, force est de constater, on va y revenir tout à l'heure sans doute, l'absence de volonté politique à l'échelle internationale, et cela malgré les recommandations du GAFI. Alors on critique sans cesse le GAFI, mais je crois que c'est comme comment est-ce qu'on dit cela, la plus belle femme ne peut pas donner plus que ce qu'elle a, le GAFI ne peut pas aller au-delà du mandat qui lui est reconnu par qui? Eh bien, par les États membres qui l'ont constitué. Donc, encore une fois, les rapports qu'il rend, il y a énormément dans ces rapports. Vous savez, un pays dit « Ah ben, on est largement conforme ». Mais quand on dit « on est largement conforme », il faut voir que derrière, la liste des critiques et des recommandations est immense. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir aussi le courage de lire 600 pages. Et ça, à part les étudiants de mon master, effectivement, je peux reconnaître que c'est extrêmement compliqué.